Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de ce journal. Dans ce journal, nous irons en Libye où la question des migrants reste préoccupante. Après l'attentat d'un centre de détention pour migrants la semaine dernière, 44 nouveaux migrants ont été secourus ce mardi. Notre envoyé spécial est sur place. Les regards sont désormais tournés sur l'avenir de la zone de libre-échange continentale africaine lancée dimanche à Niamey. Les exportateurs africains souhaitent qu'elle entre rapidement en vigueur afin d'éliminer les obstacles. L'Iran ne devrait pas mettre à l'épreuve la patience des États-Unis. C'est le message de Washington après la décision de Téhéran d'augmenter son taux d'enrichissement d'uranium. Bonsoir, ouvrons ce journal par la Libye où 44 nouveaux migrants qui se trouvaient en détresse au large des côtes du pays ont été secourus par le navire humanitaire Alan Kurdi. C'est ce qu'annonce ce mardi l'ONG allemande CI qui affirme que Malte a accepté de les accueillir. La destination finale des 44 migrants secourus mardi n'était pas claire dans l'immédiat, mais beaucoup pensent qu'ils se dirigeaient vers l'Italie. Or, sous l'impulsion de son ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, l'Italie a fermé ses portes aux navires d'ONG secourant des migrants en mer, les considérant comme des complices des passeurs. Au cours des 6 premiers mois de 2019, les navires humanitaires ont porté secours à 297 migrants sur les plus de 3000 débarqués sur les côtes italiennes, selon le quotidien La Repubblica. Allons justement en Libye. La Libye qui était au cœur de l'actualité la semaine dernière. Gouvernement et organisations internationales y ont condamné l'attentat à la bombe contre un centre de détention pour migrants dans le pays. Attentat qui a tué plus de 50 civils et en a blessé au moins 130 autres. L'horrible incident n'a toutefois pas dissuadé les migrants désespérés qui souhaitent toujours effectuer ce dangereux voyage vers l'Europe. Le point dans ce reportage de Heather Murdoch à Tripoli. Le récit est d'Irénée Herman Humbo. Cette vidéo provient d'un manifestant migrant qui l'a filmé en secret et l'a transmise à la VOA via les médias sociaux. Les manifestants sont à l'extérieur de ce centre de détention depuis près d'une semaine parce que les locaux dans lesquels ils étaient hébergés ont été détruits lors du bombardement. Pancarte en main, ils expriment leur détermination. Les manifestants exigent leur libération et leur passage en toute sécurité de la Libye. Nous n'allons pas rester ici, nous devons traverser la Méditerranée. Cela ne signifie pas que nous allons faire du terrorisme. Nous avons fui nos pays. À quelques kilomètres de là vivent à la Belle Étoile d'autres familles qui n'ont nulle part où aller. La plupart d'entre elles ont fui la guerre et le génocide au Soudan. Après leur arrivée en Libye, elles ont ensuite été chassées de leur logement d'urgence. Leur maison à Tripoli se trouve toujours dans une zone de guerre. La maison n'est pas du tout bonne. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Ce n'est pas sécurisant de rester là. Dans un centre de détention situé en banlieue, femmes et enfants languissent dans l'espoir d'être libérés. Certains ont fui la pauvreté extrême au Nigeria et sont victimes de trafic d'êtres humains. S'ils ne payent pas aux trafiquants des dizaines de milliers de dollars pour leur voyage en Europe, ils croient qu'ils seront maudits. Soit vous allez mourir, soit vous devenez fou et vous serez une personne inutile. Vous serez fou. Traverser l'Europe devient beaucoup plus difficile, indique Merci, pointant du doigt la fermeture des ports et le sentiment anti-migration que ne cessent de nourrir les Occidentaux. Mais comme de nombreux migrants, pour elle, il n'y a pas de retour possible. Pour analyser cette question des migrants, nous avons joint Léonard Doyle, porte-parole du directeur de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Il nous a donné sa lecture des chiffres sur les migrants. Alors, je dois dire que d'abord, tous ces chiffres arrivent grâce à un projet qui s'appelle le Missing Migrants Project, qui est un système de
d'avoir toutes les données de tous les drames et c'est disponible aux médias pour les migrants pour savoir qu'est-ce qui se passe quand les gens quittent leur ville, essaient d'aller en Europe ou n'importe, même aux États-Unis, n'importe. C'est certain que le grand numéro a diminué cette année parce que le numéro de gens qui traversent la Méditerranée est beaucoup diminué. Mais le pourcentage de gens qui souffrent, c'est plus haut. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de possibilité de les sauver. Les navires européens ne sont plus là. Même les ONG qui essaient de les sauver sont interdits de le faire. On n'a pas de contrôle là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. On ne veut pas être les accomplices, si vous voulez, de la côte garde de la Libye, parce que c'est évident qu'ils travaillent avec les passeurs. Et tout ce que nous faisons, c'est pour aider les migrants. Léonard Douel, porte-parole du directeur de l'OIM. Al-Hassan, un djihadiste malien accusé d'avoir participé à la démolition du patrimoine à Tombouctou, a joué un rôle déterminant dans le calvaire et la tyrannie imposée aux habitants. C'est ce qu'a déclaré lundi le procureur de la Cour pénale internationale. Al-Hassan est accusé d'avoir participé en 2012 et 2013 à la démolition de mausolées dans la ville malienne et d'être responsable des viols et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé. Des accusations de torture pèsent également contre le djihadiste. Al-Hassan comparaissait lundi devant les juges qui doivent désormais décider s'il y a suffisamment de preuves contre lui pour aller jusqu'au procès. Leur décision pourrait prendre plusieurs mois. Et puis, au Nigeria, pas moins de 12 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un oléoduc détourné par des voleurs de carburant à Lagos. C'est ce qu'indiquent les autorités. 2 personnes ont été tuées sur le coup et 10 blessés ont succombé à leur brûlure à l'hôpital où elles avaient été transférées selon un responsable du ministère régional de la Santé. Cette explosion qui a eu lieu jeudi, faut-il le rappeler, dans le quartier d'Ijegun de la capitale économique nigérienne, avait fait une vingtaine de blessés et détruit une trentaine de véhicules. La zone de libre-échange continentale africaine a été lancée au Niger dimanche à l'ouverture du sommet de l'Union africaine. L'accord signé par 54 des 55 pays africains formera la plus grande zone de libre-échange du monde. Bien que le commerce panafricain soit en train de croître, les faiblesses structurelles pourraient ralentir ce processus. Reportage de Anne Zouanke, relaté ici par Blanche Sano. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est l'un des chefs d'État qui ont signé l'accord de la ZLEC. Après des mois de réticence face aux problèmes de concurrence, le soutien de la plus grande économie de l'Afrique donne la priorité à la création de la plus grande zone de libre-échange du monde, un bloc de 55 pays d'une valeur de 3 400 milliards de dollars. Le Nigeria a tout à gagner. D'autres pays africains pourraient également tirer profit de l'engagement du Nigeria. Cela ne conduira pas seulement à une croissance de l'économie nigériane, mais à l'expansion et au renforcement des autres économies africaines. Ainsi, ensemble, les avantages mutuels du commerce permettront d'élever le statut de l'Afrique au-delà de la pauvreté actuelle. Le commerce intra-africain ne représente que 17% des exportations qui sont freinées par la médiocrité des infrastructures, les taxes, la bureaucratie et la corruption. Le pacte commercial vise à stimuler les échanges transfrontaliers en réduisant ou en éliminant les droits des douanes et les formalités administratives. Les exportateurs africains souhaitent que la zone de libre-échange entre rapidement en vigueur afin d'éliminer les obstacles et de créer une libre circulation entre les États. Par exemple, un Nigérien qui va avec son produit, qui traverse par exemple le Burkina et trouve des tracasseries comme ça. On ne comprend pas ça. Tous les 55 membres de l'Union africaine, à l'exception de l'Érythrée, ont adhéré à la zone de libre-échange, mais seulement la moitié l'ont ratifiée. Et même après la réduction des coûts, les exportateurs africains devront encore faire face à des obstacles non tarifaires qu'il faudra beaucoup plus de temps pour éliminer.
Le torchon brûle entre le président américain et l'ambassadeur britannique à Washington. Donald Trump a ainsi insulté ces derniers, une nouvelle étape dans les relations tendues entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Kim Darroch avait sévèrement critiqué M. Trump dans des câbles diplomatiques qui ont fuité, le qualifiant d'instable et d'incompétent. Dans un tweet matinal, Donald Trump a traité l'ambassadeur britannique de type très stupide tout en réitérant ses attaques contre la première ministre Theresa May et en jugeant que les négociations sur le Brexit étaient un désastre. Le président américain avait affirmé hier que les États-Unis n'auraient plus de contact avec l'ambassadeur, mais la première ministre britannique Theresa May avait rapidement réaffirmé son soutien à ce dernier. Suite à la décision de l'Iran d'augmenter son taux d'enrichissement de l'uranium au-delà des limites fixées par l'accord de Vienne, les officiels américains n'ont pas tardé à déclarer que l'Iran ne devait pas mettre à l'épreuve la patience des États-Unis. La réaction intervient alors que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont constaté que l'Iran avait violé le seuil convenu par les différentes parties du pacte visant à freiner le développement des armes nucléaires à Téhéran. Cindy Sen s'est penchée sur la question. Dili Diko raconte. L'annonce de l'Iran a été accueillie avec un avertissement sévère du vice-président Mike Pence. L'Iran ne doit pas prendre la retenue américaine pour un manque de détermination des Américains. Nous espérons que tout ira pour le mieux, mais les États-Unis et nos militaires sont prêts à protéger nos intérêts ainsi que notre personnel et nos citoyens dans la région. Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a émis un avertissement similaire. Nous continuerons à augmenter la pression sur le régime iranien jusqu'à ce qu'il abandonne son programme d'armement nucléaire et mette fin à ses activités violentes dans le Moyen-Orient, y compris son implication et son soutien au terrorisme. Un chef de l'armée iranienne a déclaré lundi que son pays ne cherchait pas la guerre, mais l'Iran appelle les signataires de l'accord nucléaire à trouver un moyen de contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis, notamment sur les exportations de pétrole. L'Union européenne et la Russie ont exprimé leur inquiétude face aux mesures d'enrichissement prises par l'Iran, mais la Russie a également reproché aux États-Unis de s'être retirée de l'accord nucléaire en mai 2018. Et puis le négociateur américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a rencontré ce mardi des représentants des talibans à Doha après 2 jours de dialogue politique inter-afghan. Un dialogue qui s'est conclu sur la promesse d'une feuille de route pour la paix. Quelques 70 délégués afghans ont pris part à ce dialogue, outre les talibans, des membres du gouvernement et des élites politiques, notamment des opposants, des représentants de la société civile et des médias, dont quelques femmes. Cette rencontre, co-organisée par l'Allemagne et le Qatar, a eu lieu au moment où les États-Unis cherchent à se désengager d'Afghanistan après 18 ans d'intervention militaire, la plus longue de leur histoire. Nicolás Maduro, président du Venezuela, se dit optimiste après la reprise du dialogue entre représentants de son gouvernement et de l'opposition sur l'île de la Barbade. Les 2 parties tentent de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays. M. Maduro a assuré avoir reçu des rapports prometteurs de son principal négociateur, le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez. Le président vénézuélien ajoute qu'un programme en 6 points avec une vision de l'ensemble du pays était discuté sans fournir davantage de détails. Ajoutons que le nouveau président du Panama, Laurentino Cortizo, a également proposé une médiation de son pays pour aider le gouvernement et l'opposition du Venezuela à parvenir à une situation de paix. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire. Dans l'État de Géorgie, ici aux États-Unis, nous irons à la découverte d'un café qui participe à l'intégration des réfugiés afin de faciliter leur épanouissement. Pas besoin d'être grand de taille pour jouer au foot. Démonstration au Kenya avec la première équipe de football naine d'Afrique de l'Est. Toujours en sport, pas de match de CAN aujourd'hui. Les quarts de finale commencent demain avec une nouvelle donne, l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et c'est l'heure de notre rubrique économie, comme chaque mardi. Et ce mardi, nous retrouvons Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Destination Afrique de l'Ouest, les inégalités ont atteint un niveau de crise. Tout à fait, John. L'Afrique de l'Ouest souffre des plus grandes inégalités sur le continent. L'alerte vient d'Oxfam et de Development Finance International. Les deux organisations constatent qu'un nombre faible d'individus s'enrichit de manière inouïe au détriment de l'immense majorité de la population qui se voit privée des éléments les plus essentiels à une vie digne. C'est notamment une éducation de qualité, des soins de santé et un emploi décent. Malgré un essor économique remarquable sous l'impulsion des industries extractives, de nombreux gouvernements préfèrent ignorer les problèmes et échouent à s'attaquer à la corruption. Au niveau des efforts, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal sont parmi les plus déterminés à réduire les inégalités. Mais le rapport souligne que le Nigeria, le Niger et la Sierra Leone le font moins. Au Nigeria, par exemple, la richesse combinée des 5 personnes les plus riches du pays est estimée à près de 30 milliards de dollars, un montant supérieur à l'ensemble du budget du pays en 2017. Le rapport recommande la promotion d'une fiscalité progressive, l'augmentation des dépenses sociales, le renforcement de la protection du marché du travail, l'investissement dans l'agriculture et le renforcement des droits fonciers des petits exploitants. John. Voilà, Eric, on va maintenant découvrir Eco Oil Energy au Congo-Brazzaville, une entreprise qui opère dans l'agroalimentaire. C'est une société de droit congolais. Elle développe des activités agricoles dans tout le pays. Et en plus de la production agricole, Eco Oil Energy est aussi dans la transformation. Le propriétaire est passé ici à la Voix de l'Amérique. Suivez cet entretien. Mais non, là, on est de passage aux États-Unis. C'est pour rencontrer les partenaires qui doivent nous appuyer sur le plan de formation et technique pour avoir une grande production pour exporter vers les États-Unis. Dans le cadre de l'AGOA aussi? Dans le cadre de l'AGOA, exactement. Quels sont les avantages que vous allez bénéficier? Déjà, exporter sans taxes, c'est déjà quelque chose de bien par rapport à d'autres pays. On sera avec des barrières, des taxes comme l'Union européenne et l'Asie. C'est l'ensemble des Congolais qui en bénéficient de cette production. Est-ce que les prix sont accessibles pour les contribuables? Oui. Le SMIC aujourd'hui permet à tout un chacun d'acheter. C'est plusieurs formats. Il y a des 1 litre, il y a des 0 centilitres. Et puis on a des emballages pour les restaurants, les hôtels. Quelle est l'originalité justement de ces produits par rapport aux produits traditionnels? Aujourd'hui, l'originalité de ce produit, c'est consommer local. Donc c'est un produit qui est produit au Congo et à la portée des Congolais à moindre coût. Bio ou pas bio? Consommer local, le message est passé. Eric Manirakiza s'installe, surtout bio, d'accord. S'installer dans une terre d'asile en vue d'explorer de nouvelles opportunités, peut-être un changement excitant, ce qui n'est pas le cas pour les réfugiés. En effet, John, il est difficile d'offrir votre maison et de laisser derrière vous des êtres chers pour commencer une nouvelle vie sur une terre inconnue. Mais ici aux États-Unis, en Géorgie, les gens se débrouillent. Suivez. La région de Clarkston, en Géorgie, est souvent considérée comme la plus diversifiée des États-Unis. Cette petite ville est riche en culture. On y trouve des résidents de plus de 40 nationalités et quelques 60 langues parlées. Refugee Coffee Shop n'est pas un café ordinaire.
En plus de la commercialisation du café, ils jouent un rôle important dans la communauté. Ils n'emploient que des réfugiés. La propriétaire vise à briser les stéréotypes négatifs associés aux réfugiés. Je pense que la manière dont le monde considère les réfugiés est plus négative. C'est comme s'ils étaient une charge ou des êtres dangereux, mais je sais que ce n'est pas vrai. Refugee Coffee Shop propose un programme de formation d'1 an. Les employés participent à des cours d'anglais et à des programmes de préparation à l'emploi et de mentorat. L'un des baristas dit qu'elle a grandi en tant qu'individu et qu'elle a trouvé un chez-soi loin de sa terre natale. J'ai appris de moi-même, j'ai appris à rêver, j'ai appris à grandir, j'ai appris à écrire. Comment je peux planifier mon avenir? Sinon, je serais tellement perdue dans ma vie ici aux États-Unis. Comme Somaya, Mark Al-Armash a également travaillé pour Refugee Coffee en tant que barista. Après 1 an, il a été placé dans un programme qui l'a éventuellement aidé à devenir propriétaire d'une entreprise prospère de restauration collective. Il dit que rien de tout cela n'aurait été possible sans l'accompagnement de Refugee Coffee et Kitty Murray. La propriétaire de Refugee Coffee Shop veut construire des ponts entre les réfugiés et la communauté locale de Clarkston. C'est une communauté grandissante et de plus en plus de réfugiés sont réinstallés ici. Merci Eric Manirakiza. Maintenant, c'est l'heure d'accueillir Yacouba Ouedraogo. Yacouba, il n'y a pas de match aujourd'hui, mais c'est toujours la CAN qui domine les manchettes. Bonsoir. Bonsoir Johnny, bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, il n'y a pas de match de Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Les quarts de finale commencent demain. 2 rendez-vous au programme à 19h. Les bourreaux sud-africains du pays hôte feront face au Nigeria, vainqueur en 8e de finale du tenant du titre camerounais. Mais bien avant ce match, le premier quart de finale de cette CAN opposera à 16h temps universel la surprenante équipe béninoise au Lion de la Teranga. Solide face à l'Ouganda, le Sénégal a montré de la ressource et du talent, même s'il faut se méfier des écureuils béninois, conscients du challenge qui se pose à eux. On sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever, mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression elle est plus sur les épaules du Sénégal qui postule au titre. Je le dis et je le répète, depuis 4 ans je suis ici, j'essaye de vous convaincre pour vous dire qu'il n'y a plus de petite équipe sur le continent africain. Et je crois que cette CAN l'a montré encore qu'il n'y a plus de petites équipes, que gagner en Afrique c'est difficile. Ces quarts de finale se joueront avec un nouvel acteur, l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui sera déployée à partir de ce stade de la compétition. Cette technologie avait suscité des remous après la finale retour en Ligue africaine des champions. La CAF le sait, c'est une partie de sa crédibilité qui se joue. Suivez. La revoilà, la VAR contestée en Afrique va être utilisée à partir des quarts de finale de la CAN. Le foot africain a été ébranlé par le scandale de la finale retour en Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis fin mai, donné à rejouer après que les Marocains ont quitté le terrain en cours de partie pour protester contre une panne de la VAR. Cette technologie apparaît, bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. L'utilisation de la VAR est un plus pour le football, à mon entendement, parce que ça vient corriger des injustices par moment, quoi. Donc moi je le vois comme un effet positif. Je ne suis pas trop fan de la VAR, mais bon, ça peut nous aider comme nous pénaliser. Donc après, voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec. L'absence de l'assistance vidéo à l'arbitrage en 8e de finale a déjà fait des mécontents. Le coach ghanéen s'en est plaint lors du match perdu hier contre la Tunisie, une rencontre durant laquelle un but marqué par son équipe a été annulé pour une main inexistante. Je pense que l'introduction de la VAR aidera les pays africains parce que si nous avions la VAR pour vérifier automatiquement le but marqué, peut-être que le résultat aurait été différent. Pour l'organisation qui s'enorgueillit de la bonne tenue de la plus grande CAN de l'histoire à 24 équipes, le succès ne sera pas total si l'utilisation de la VAR refait jaser, comme cela a été le cas lors du mondial féminin en France et de la Copa América au Brésil. Eux ont vu leur équipe éliminée de la CAN, je vais parler du Kenya. Aujourd'hui, une autre équipe kenyane a fait parler d'elle. La Short Stature Society du Kenya a formé l'équipe il y a un peu plus d'1 an.
dans l'espoir de devenir une ligue nationale qui se répandrait dans la région. C'est un reportage de Sarah Kimani de Nairobi. Le récit est de Thierry Kauré. Les Lion Stars du Kenya, seule équipe de football naine d'Afrique de l'Est, se prépare pour une séance d'entraînement. L'équipe a été formée en 2018 par la Short Stature Society du Kenya avec l'objectif de mettre en valeur le talent des joueurs et lutter contre la stigmatisation associée au nanisme. C'était une bonne idée de commencer car cela crée une prise de conscience à notre égard. Nous avons besoin que les gens nous remarquent. Nous racontons nous-mêmes une histoire, mais ne laissons pas les gens la raconter à propos de nous. La Short Stature Society du Kenya compte environ 600 membres, mais on estime que 3000 Kenyans sont touchés par le nanisme. Alors que beaucoup sont marginalisés par la société, les Lion Stars utilisent le sport pour renforcer les liens entre les nains. Comme il n'y a pas d'autres équipes naines dans la région, l'équipe joue des matchs d'amicaux contre des équipes locales plus jeunes. Je pense que s'ils peuvent être motivés, ils peuvent très bien réussir. De la manière dont ils sont ouverts, ils courent. S'ils continuent à s'entraîner, ils peuvent battre les autres équipes à l'extérieur. Les Lion Stars espèrent pouvoir bientôt rivaliser avec d'autres footballeurs nains lors des matchs internationaux. En considérant les matchs qu'ils ont disputés, je peux dire que jour après jour, mes camarades se sont beaucoup améliorés. Et si nous voulons achever ce voyage et atteindre notre objectif, les Jeux mondiaux des nains et la Copa Labaja au Pérou, ils doivent croire en eux-mêmes. Les règles de jeu du football nain ne sont pas différentes de celles du football standard. L'équipement, tout comme les joueurs, est simplement plus petit. En termes d'équipement, comme les ballons de football que nous utilisons, ce ne sont pas les ballons réguliers. C'est de taille 4, nous en avons un et il nous en faut davantage. Les Lion Stars du Kenya espèrent recevoir suffisamment de soutien pour participer aux prochains Jeux mondiaux des nains qui se dérouleront en Allemagne en 2021. Du beau spectacle, Yacouba Ouedraogo. Merci à Thierry et merci à vous. Voilà. Et puis maintenant, une foire du livre pour encourager les résidents d'Amman en Jordanie à lire. C'était samedi à l'ancien théâtre romain de la ville. Donc, les livres étaient disponibles gratuitement pour les visiteurs de la foire et chacun en avait pour ses goûts de lecture. Certains ont même quitté la salle avec une pile de livres en main. De nombreux ouvrages exposés ont été donnés par des particuliers. Vous regardez Le Monde aujourd'hui et c'est ici que s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.